Bonjour à tous. Je suis un simple citoyen comme vous. Mais j'ai une conviction. Nous devons libérer la France, sauver la France des mains de M. Macron. Nous devons récupérer notre pouvoir démocratique en 2022 par les urnes. Je m'appelle Jean-Charles Conti et j'ai besoin de votre écoute, j'ai besoin de vous parler de votre patience. En 2005, les Français ont dit non à l'Europe libérale. En 2008, nos gouvernants ont voté oui à notre place le même texte. Le message était clair. Le peuple n'est plus légitime pour ratifier ou non un texte. En 2017, M. Macron est élu président de la République avec seulement 18% d'inscrits, comme en 2002, Jacques Chirac, puisque le deuxième tour est finalement une mascarade électorale. Mais le plus significatif, c'est sans doute cette année, en 2021. Les régionales et départementales se sont déroulées sans encombre, avec seulement 30% de votants contre 70%, j'ai arrondi, c'est 66,7, 70% d'abstention. Mais 70% d'abstention, c'est le peuple. Autrement dit, le code électoral permet de valider des élections sans le peuple. Il n'y a plus de démocratie, de ce point de vue-là, et de plein d'autres. Autrement dit, en 2022, M. Macron n'a plus besoin de nos suffrages. Et même si nous allions voter, de toute manière, nous aurons les mêmes. Imaginons un accident de parcours à M. Macron, du style les costumes de Fillon, on aura un clone à sa place. Autre constat, avec le pass sanitaire, nous nous sommes quand même aperçus avec effroi qu'il détenait tous les pouvoirs dans sa main. Les deux chambres, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le fameux Conseil scientifique, occulte, illégal, tous sont à sa botte. La police et l'armée lui obéissent puisqu'il a été élu légalement. Je ne dis pas démocratiquement, mais légalement. Le pouvoir de la rue n'existe pas non plus. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Il ne reculera pas devant la rue. Et si la rue devient violente, il sortira l'armée, comme il a sorti l'hélicoptère pour fuir les gilets jaunes. Dans ces conditions, inutile de nous soigner du Covid, ça coûte. Tandis que le vaccin, ça rapporte. Payé par notre argent, bien sûr, mais notre argent est devenu son argent, magique pour lui. Il est clair qu'il doit cesser de piller la France. Un exemple. Pour nous fliquer devant les hôpitaux, ça va coûter 60 millions par mois. 60 millions d'argent qu'il n'avait pas pour engager des soignants, acheter du matériel, ouvrir des lits. Face à ce constat, l'alternative est simple. Soit nous renonçons définitivement à notre démocratie, soit nous prenons notre destin en main. Et la seule manière de prendre notre destin en main, avec la police et l'armée de notre côté, consiste à instaurer en France en 2022 une démocratie directe par les urnes. Si nous voulons refaire de la France une nation juste et équitable aux inégalités apaisées. En démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Mais attention, il ne faut pas confondre gouverner et administrer un pays. Les grandes écoles enseignent comment administrer un pays, comme l'ENA. Mais pas à gouverner. Parce que gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est décréter des décisions morales. Et je vais vous dire dans un moment de quelle morale dont je parle. Quand un peuple gouverne,
il valide les politiques engagées par un vote éclairé et massif pour chaque décision politique importante. Décider la baisse des impôts des riches plutôt que la hausse du budget de nos hôpitaux n'a aucun fondement économique objectif, aucun. C'est une décision morale contre le peuple. Alors la question que nous devons nous poser est la suivante. Nous, le peuple, sommes-nous légitimes à gouverner? Et la réponse n'est pas si évidente. D'abord, pour nos gouvernants, nous ne le sommes plus. Mais pour nous, nous croyons que nous vivons en démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Une belle formule que nous devons à Abraham Lincoln. Certes, mais dans la pratique, ça fait un demi-siècle que nous n'avons plus de pouvoir. Pour répondre à cette question, nous allons faire un détour par notre préhistoire, chercher un processus naturel qui pourrait légitimer notre compétence morale pour gouverner et fonder une politique alternative au libéralisme. C'est donc tout l'enjeu de cette vidéo, c'est de restituer le pouvoir au peuple de France, mais pour ce faire, il nous faut un nouveau récit fédérateur. Et le récit fédérateur que je vous propose est fondé sur notre dimension spirituelle, qu'il ne faut pas confondre avec le fait religieux. Notre dimension spirituelle est de nature ontologique, c'est-à-dire conçue par la nature, tandis que le fait religieux est de nature anthropologique, c'est-à-dire conçu par l'homme. Et ne vous inquiétez pas, je vais y revenir, on est au cœur de la vidéo. Je vous propose donc, comme hypothèse de travail, la suivante. Depuis l'origine de l'humanité, seul un peuple, en tant que peuple, possède la compétence et la sagesse de se gouverner. Autrement dit, la nature n'a jamais confié la direction d'un peuple à une élite providentielle, mais à notre capacité collective en tant que peuple de décider ensemble de notre destin commun, et ceci quelle que soit la taille du peuple. Alors vous avez deux idées maîtresses. Destin commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de destin singulier sans destin commun. Une image, un chef d'orchestre aussi génial soit-il ne peut rien faire sans son orchestre. Et nos milliardaires n'auraient pas de milliards s'il n'y avait pas de milliards d'individus sur Terre. Quant à la taille des peuples, je vais prendre tout à l'heure 3 exemples pour fonder ce processus naturel que nous cherchons. Le premier exemple, c'est le non à l'Europe en 2005. Le peuple a été 29 millions de votants contre l'Europe. 29 millions. Nous prendrons aussi l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort. 150. Et bien sûr, le troisième exemple, ce sera nos gilets jaunes. 300 000 gilets jaunes, ça c'est les chiffres officiels, qui débarquent sur 2000 ronds-points le 17 novembre 2018. Donc vous voyez, 29 millions, 150 et 300 000, eh bien nous allons voir que c'est le même processus naturel qui est à l'œuvre dans ces cas de figure. Alors quand je dis depuis l'origine de l'humanité, je veux dire depuis les derniers 100 000 ans de notre préhistoire, c'est-à-dire le moment où nous commençons à enterrer nos morts avec un rituel funéraire, c'est-à-dire une démarche spirituelle et un sens du sacré. Qu'est-ce que nous enseigne cette pratique totalement universelle et seulement propre à l'homme? Je vous donne un exemple. Les Inuits vivent sur une terre gelée. Eh bien, ils ensevelissent leurs défunts
avec un rituel propre à eux. Et ils n'ont pas de Dieu. Donc qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que depuis cette période préhistorique, sans Dieu ni religion, 100 000 ans, sans Dieu ni religion, la nature nous a dotés d'un organe spirituel unique. C'est-à-dire une conscience lumineuse capable de penser et d'aimer au sein d'un espace-temps illimité et éternel. C'est-à-dire le symétrique inverse de l'espace-temps du monde physique dans lequel nous vivons. Alors je vous demande un peu de patience. J'ai parfaitement conscience que dans notre vie quotidienne, ces deux espaces-temps se confondent. Et c'est loin d'être intuitif. Mais je vais vous donner des arguments. Donc, qu'est-ce que nous enseigne le fait que la nature, je peux dire même, nous impose, parce que nous n'avons pas le choix, vous allez voir, elle nous impose une conscience avec de telles capacités. Eh bien, nous ne pourrions nous aimer. Nous ne saurions aimer nos conjoints, nos enfants, nos familles, nos amis, autrement que de manière illimitée, éternelle et inconditionnelle. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Quand nous disons « je t'aime », nous disons « je t'aime » au présent éternel. Dit autrement, nous disons « aujourd'hui je t'aime » pour toujours. Bien sûr, nous pouvons changer d'avis dans 6 mois ou dans 20 ans, mais au moment où nous le prononçons, c'est au présent éternel, c'est aujourd'hui pour toujours. Un argument, personne, mais personne, ni vous ni moi, ne voudrait s'entendre dire « je t'aime pour 3 ans renouvelables sous condition de ceci ou de cela ». Personne ne voudrait s'entendre dire ça. On n'en veut pas de cet amour-là. Mieux, si nous tenions ce type de langage à nos enfants, on les perturberait du point de vue émotionnel. On ne peut pas leur dire si tu es sage pendant 1 an, je t'aimerai l'année prochaine. Pour qu'un enfant ait confiance en lui, il doit se sentir aimé inconditionnellement, éternellement, pour toujours, et sans limite. On ne met pas de limite à l'amour. Donc, pour nous, sapiens, non seulement l'amour est éternel, donc il faut bien penser l'éternité, mais la mort n'arrête pas l'amour. Et toute personne qui a perdu un être cher, même athée, peut en faire l'expérience par elle-même aujourd'hui, et ceci depuis 100 000 ans. Associé à cet organe spirituel, nous avons également reçu depuis cette époque lointaine une morale vitale permanente. La voilà ma morale en politique. Qu'il ne faut pas confondre avec les morales sociales, de nature éphémère. Elles vont, elles viennent, elles changent selon les époques, selon les climats, selon les civilisations. Cette morale vitale permanente est composée par l'ensemble des valeurs universelles. Par exemple, la bienveillance entre nous, la vérité, la justice, le sens de la coopération et du partage, indispensable pour vivre ensemble. Et bien sûr, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'en ai répertorié une 50aine qui nous habitent depuis toujours. Quand je dis qu'ils nous habitent depuis toujours, je veux dire que tous les nouveau-nés naissent, les nouveau-nés d'hier, d'il y a donc 100 000 ans, d'aujourd'hui et de demain, naissent avec ce cadeau de la nature. Un bouclier d'amour inné qui nous protège de l'autodestruction. Parce que renouvelé à chaque naissance, renouvelé à chaque génération. Et là encore, la nature a fait la moitié du chemin, à nous de faire l'autre moitié. Soit nous les éveillons en nous dans nos vies, soit nous leur tournons le dos. Nos gouvernants leur ont tourné le dos depuis très longtemps. Mais si nous les éveillons, toujours sans Dieu et sans religion,
nous nous ouvrons à ce processus que nous cherchions, une transcendance naturelle, une possibilité de nous dépasser, de passer d'une nature simple à une surnature. Cette transcendance se caractérise par un double mouvement en spirale. Il y a une élévation du profane singulier au sacré collectif. Un dépassement. On se hisse au niveau du sacré collectif. Et un retournement sur nous-mêmes, une conversion de l'égoïsme à l'altruisme. Aujourd'hui, nous pourrions nommer cette transcendance laïque, pour bien la différencier de la transcendance religieuse, qui, elle, appelle un arrière-monde. Là, nous n'avons pas besoin d'arrière-monde. Voici des exemples. Une mère qui se sacrifie pour ses enfants se transcende, elle s'oublie, elle oublie son ego. Un fort qui tend la main vers un plus faible que lui par altruisme. Tous les résistants face à une quelconque tyrannie, les résistants pendant la guerre, qui ont donné leur vie, et les résistants en temps de paix. Un citoyen qui milite pour une juste cause se transcende. Bien sûr, le plus bel exemple, c'est nos soignants, que nous applaudissions à 8 heures le soir. Qu'est-ce qu'on applaudissait? Leur dévouement, leur capacité à mettre en jeu leur vie, à mettre en danger leur vie, pour sauver les nôtres. Car en mars-avril 2020, personne ne savait où on en était, on ne connaissait pas. Nos soignants se transcendaient, se dépassaient, voyez, pour sauver nos vies. Et bien sûr, un peuple qui lutte pour sa liberté, tous se transcendent au cœur de l'immanence de la nation. C'est cette transcendance laïque qui différencie la foule d'un peuple et qui légitime notre compétence morale pour nous gouverner. Le mot sacré, qui est la racine du mot sacrifice, et donc le sacrifice de nos égoïsmes, consacre l'intérêt général d'une nation. Une nation en tant qu'enveloppe spirituelle d'un peuple, puisqu'immatérielle, invisible, abstraite, mais pas absente quand le peuple se transcende. En ce sens, un peuple est un alliage de citoyens tous différents qui décident ensemble un destin commun. C'est le destin commun qui fait peuple. Et tenez-vous bien, c'est aussi le destin commun qui fait un couple qui décide de regarder dans la même direction. Et c'est la même chose pour une association professionnelle. Et qui pousse tous ces protagonistes à se dépasser au profit de leur collectivité. Et bien sûr, quelle que soit la taille, puisque dès que nous sommes 2 ou 3 ou 67 millions, le processus naturel est le même. Cette transcendance laïque qui appelle de notre part d'éveiller en nous ces valeurs universelles. Alors vous l'aurez compris, bien sûr,
Notre destin commun, aujourd'hui, c'est évidemment de faire de la France une belle nation en démocratie directe et par les urnes. En conclusion, ce qu'atteste ce rituel funéraire, cette pratique funéraire, c'est donc la présence d'une conscience que je peux nommer maintenant spirituelle, associée à ces valeurs universelles transcendantes. Et c'est cet organe spirituel complet qui nous permet, légitime, notre compétence morale à nous gouverner. C'est cet organe spirituel qui nous permet d'apprendre à nous aimer et donc à vivre ensemble en démocratie directe. Cette démocratie directe est naturelle. C'est une invitation de la nature depuis 100 000 ans. Depuis que nous sommes des tout petits groupes d'une trentaine d'individus, jusqu'à 350 millions d'Européens, pourquoi pas. Tandis que la démocratie représentative est une invention de l'homme, qui postule que l'homme est un loup pour l'homme, ce qui est faux. C'est au moins faux durant 100 000 ans. Je fais une petite parenthèse, parce que je parle de sapiens, je parle des hommes, mais en réalité, c'était tout le genre homo. Il faut savoir que nous étions 6 cousins. Alors je ne me souviens plus bien des noms, mais vous aviez évidemment les Néandertaliens. Et puis l'homme de Flores, bon. Eh bien, on a couché ensemble, fait des enfants ensemble, tous ensemble, vécu ensemble, j'ajouterai en démocratie directe, dans la paix. On connaissait déjà à cette époque l'adage 68 arts, faites l'amour pour la guerre. Parce qu'on a retrouvé des petits morceaux de leur génome, entre 1% et 4% selon les cas de figure, dans notre génome de sapiens. Et on a retrouvé un homme de Néandertal enterré sur un parterre de fleurs. Eux aussi pratiquaient le même rituel. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça nous vient de la nature, c'est vraiment de la nature. Il n'y avait que la nature et nous. Et pas d'autres vivants, seul le genre homo. Donc c'est quand même une pratique importante. Quittons la préhistoire et arrivons au moment de l'histoire, c'est-à-dire 5-6 000 ans de notre présent. Les processus que je vais vous raconter, ça sera rapide, ont démarré il y a 10-12 000 ans, 10 000 ans de notre présent. C'est-à-dire au moment où nous sommes sédentarisés. Mais ça a mis 5-6 000 ans pour se concrétiser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, le début de l'histoire? C'est l'émergence de l'égoïsme d'une nouvelle classe sociale, les propriétaires dominants, se ruant sans cesse sur les richesses et les ressources de la matière, quant à elles limitées. D'où, pour eux, appropriation et spéculation illimitée sur notre dos. Voilà un des problèmes d'avoir reçu de la nature cette capacité à penser l'illimité. Donc je pense que maintenant vous le voyez bien concrètement. Et c'est même l'origine du drame des fins de mois et de la fin du monde. Cette confusion entre l'illimité qui était faite pour nous aimer, on en a fait de l'amour-possession. Eh bien, c'est la cause première de ces deux drames. Les fins de mois et la fin du monde. On règle les fins de mois, on réglera les problèmes de fin du monde, donc d'écologie et de climat. Et le temps presse. Du côté de notre capacité à penser l'éternité, vous avez remarqué que nos riches milliardaires sont obsédés par l'immortalité à brève échéance. Une belle conférence
de Laurent Alexandre et qui donne naissance au transhumanisme. Un monde merveilleux dans lequel il y aura des demi-dieux aux pouvoirs exceptionnels, c'est-à-dire des êtres humains dits augmentés, et puis il y aura les autres, les pauvres. Alors, c'est vous et moi d'ailleurs, ça sera des mortels inutiles. Cette classification, vous la trouvez très bien décrite par Harari dans Homo Deus. Yuval Noah Harari. Il a écrit Sapiens, qui est très intéressant, Homo Deus, et puis son troisième livre, 21 leçons pour le XXIe siècle. Voilà le monde que nous prépare le transhumanisme et qui est guidé par nos dirigeants mondiaux. Donc vous voyez, ça va être terrible. Si nous laissons faire, ça va être terrible. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus de démocratie, là, du tout. À cette même époque, apparaissent aussi les religions structurées, avec des dominants possédants, manipulant notre dimension spirituelle 100 fois millénaire pour mieux nous asservir. Moi, je ne dis pas que c'est toutes les religions, loin de là. Mais vous voyez bien de quoi je parle. Et c'est là où il ne faut pas confondre notre dimension spirituelle de nature ontologique et le fait religieux qui, lui, est de nature anthropologique. Notre dimension spirituelle a 100 000 ans, depuis que nous enterrons nos morts, avec un rituel funéraire, une démarche spirituelle, un sens du sacré. Et le fait religieux, une religion qui se structure, qui, lui, a 5-6 000 ans, et qui est un phénomène anthropologique, c'est-à-dire conçu par l'homme. Et c'est là, si vous voulez, dans ce récit que je vous propose, que croyants et non-croyants, musulmans et non-musulmans, et si nous étions au XVIe siècle, je dirais catholiques et protestants, peuvent, pour remettre les choses, recadrer les choses à leur place, peuvent se retrouver, fraterniser et vivre ensemble en démocratie directe. Alors je pose cette question. Pourquoi aucune discipline n'enseigne cette présence spirituelle en nous, ce sens du sacré, le fait que nous naissions tous altruistes? Où sont les philosophes, les anthropologues, les sociologues, les psychologues, les neurosciences, les préhistoriens? Où sont-ils? Je vais vous donner une référence. Mathieu Ricard, bouddhiste français, aimé et respecté par tous les Français. C'était le fils de Jean-François Revel, qui a écrit Plaidoyer pour l'altruisme, une somme de 1000 pages. C'est un scientifique. Il a regroupé toutes les expériences, les expérimentations, pour le dire avec plus de justesse, montrant notamment que les enfants jusqu'à 2 ans sont altruistes. Il y a des très beaux textes aussi du Dalai Lama, qui dit, pour résumer d'ailleurs ce qu'il dit, il dit « Ma religion », je le cite là, « Ma religion, c'est la bonté ». J'aurais pu le mettre en titre de cette vidéo. « Ma religion, c'est la bonté ». Nous pouvons tous nous relier à la bonté. Par nature, nous pouvons tous nous transcender vers la bonté. Eh bien, lui, ce Mathieu Ricard, est un contre-exemple, mais c'est un bouddhiste. Où sont les philosophes? Où sont, vous savez, Michel Onfray, pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, de respect. C'est un homme de cœur qui défend le peuple. Bon, et je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça, c'est honorable. Eh bien, dans Sagesse, il cherche une spiritualité païenne ou post-chrétienne, dit-il. Eh bien, elle est là. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour la regarder. Ça fait 100 000 ans que nous avons un organe spirituel unique. Alors pourquoi donc
faut quand même que je réponde à la question, pourquoi aucune discipline n'enseigne cette présence spirituelle en nous? Ben, c'est très simple, c'est parce que ça donnerait tort aux thèses du libéralisme qui postulent que l'homme par nature serait égoïste. Voilà, c'est tout simple. Et bien évidemment, depuis, eh bien, les dominants, les experts, les sachants ne veulent pas reconnaître une compétence au peuple, et encore moins une démocratie directe, puisqu'ils perdraient leurs privilèges. C'est tout simple. Bien. J'ai donc nommé ce rêve politique au cœur des peuples, puisque vous avez vu, on a essayé d'aller au cœur des peuples. Mais j'ai oublié de vous donner mes 3 exemples. Pardon, je reviens à mes 3 exemples. Le premier, en 2005, donc, les Français disent non à l'Europe. Mais ils disent non à l'Europe contre toute attente. Même ceux qui étaient contre, Jean-Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement, pardon, même eux, alors Chirac aussi est tombé de sa chaise, n'y croyaient pas. Il y avait un tel bourrage de crâne, parce que c'était simple, soit on était pro-européen et on était un gentil, un bon, soit on était contre et on était un méchant facho. Comment se fait-il que 29 millions de personnes qui ne sont pas téléphonées sont arrivées dans l'isoloir, se sont transcendées au niveau de l'intérêt général, ils ont écouté cette morale vitale qui est en nous, et ils ont décidé que moralement, il y avait quelque chose qui n'était pas bon pour le peuple de France. Les Pays-Bas aussi ont voté contre. Vous voyez le processus? C'est quand même... Vous voyez, il y a un dépassement, je dirais un surplus d'âme, un dépassement de la pensée rationnelle. Parce que rationnellement, c'était l'Europe. L'Europe, c'était la mondialisation heureuse. Ce peuple a dit, c'est transcendé, est allé par-delà la pensée rationnelle et a décidé qu'il fallait dire non. 29 millions de votants ont dit non. 150 citoyens tirés au sort, donc pas de compétences particulières sur le climat. En moins d'1 an, ils sont devenus des citoyens éclairés. Ils ont fait fonctionner la pensée rationnelle. Ils ont appris. Mais ils se sont aussi rassemblés, travaillés ensemble, élevés au niveau de l'intérêt général, même pas que de la France, mais de l'humanité, où on est face au problème du climat. Et ils ont su pondre 149 mesures pertinentes pour endiguer la crise du climat. Si pertinente d'ailleurs que les lobbies sont tout de suite opposés, que le gouvernement de Macron aussi, et puis là ils viennent de nous faire passer une loi climat qui évidemment ne reprend pas les mesures qui étaient bonnes pour l'intérêt général. Donc là aussi vous voyez comment ce même processus apparaît, c'est-à-dire que ces 150 citoyens n'ont pas obéi à un lobby quelconque, ils n'ont pas obéi à un intérêt personnel quelconque, ils se sont élevés au niveau de l'intérêt général. Et nos 300 000 gilets jaunes, ça c'est le chiffre officiel, ces 300 000 gilets jaunes qui font la fierté de la France, c'est ce que disait Emmanuel Todd et il a justement raison, n'ont pas fait l'ENA, Sciences Po, Polytechnique. Il y en avait un, oui, un gilet jaune qui a fait Polytechnique. C'est pas les mieux éduqués d'une manière générale, nos gilets jaunes. Comment se fait-il qu'en 3 semaines, ils ont pondu une pensée politique pertinente avec comme point d'orgue le RIC? Et qu'est-ce que le RIC si ce n'est l'idée d'une démocratie directe? Si ce n'est l'idée, vous nous avez volé notre pouvoir, nous voulons récupérer notre pouvoir et vous révoquer si vous n'obéissez pas aux promesses que vous nous avez faites. Comment ils sont partis avec la colère au ventre
pour une taxe sur les carburants. En 3 semaines, sans organisation particulière, puisque c'est ce qu'on leur reprochait. D'ailleurs, pourquoi ils ne voulaient pas nommer des représentants? Parce qu'ils ne voulaient pas retomber dans les travers de la démocratie représentative, bien sûr. Il y avait un message derrière. Leur tripe disait, hein, nous voulons récupérer notre pouvoir, nous voulons que le peuple récupère le pouvoir, et pas repartir dans une représentation qui allait bien évidemment se terminer comme d'habitude, c'est-à-dire faire que ce qu'ils veulent en méprisant le peuple. Donc voilà ces 3 exemples. Et donc je reprends, j'ai donc nommé ce rêve politique au cœur des peuples, en vue de prendre le pouvoir par les urnes et le restituer aussitôt au peuple de France. J'ai fait un site au cœur des peuples.fr. Vous y trouverez évidemment cette vision spirituelle de la nature humaine. Donc il s'agit de vous, de moi, de nous tous. Hein. Nous naissons ainsi. Bon. Vous y trouverez également une toute autre approche des principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité. Je vous y invite vraiment à aller soit écouter, soit lire. Vous avez les fichiers PDF aussi à côté des vidéos. Je comprends, en lisant en diagonale, vous pouvez comme ça aller plus vite et mieux voir si ça vous intéresse. Je vous promets que c'est intéressant. Enfin, vous trouverez les 3 piliers altruistes pour une société juste et équitable. Le premier, c'est limiter la propriété privée. Bon, voilà pourquoi j'ai insisté sur cette capacité que nous avons à penser l'illimité. 2, abolir la spéculation. Même problème d'illimitation. Je vous donne un chiffre, je ne sais plus quelle année, c'est peut-être 2017. L'activité de la bourse parisienne, seulement parisienne, c'est 3300 milliards qui vont à la spéculation pure et 10 petits milliards qui allaient à l'économie réelle. En pourcentage, ça donne 99,7 contre 0,3%. Oui. La spéculation, c'est un vrai drame pour les peuples. 3e pilier, organiser le travail en coopération partagée. Et j'aboutis au concept de capitalisme coopératif, c'est-à-dire totalement l'inverse du capitalisme sauvage d'aujourd'hui. Sur ces 3 piliers, il est possible de faire un vrai programme politique. Mais évidemment, ça ne se fera pas tout seul. Ça se fera ensemble ou pas. J'invite tous les influenceurs à se saisir du contenu de ce site. Tout y est gratuit, bien sûr. Sachez, vous les influenceurs, youtubeurs, sachez que vous êtes les eaux vives de la future nation. Rien ne pourra se faire sans vous et sans vos médias. J'ai une admiration pour le travail que vous faites. J'adore vous écouter. Vous trouverez également inscrit un email, Jean-Charles Contier, votre serviteur, @aucoeurdespeuples.fr. Question, voulons-nous revivre le duel minable Le Pen-Macron en 2022? Voilà. Moi je dis qu'il y a 70% d'abstentionnistes qui ne veulent plus le revivre. Alors voici une proposition. Soyons 1 million, 2 ou 3, à manifester avec les Gilets jaunes pour une démocratie directe. Sur vos banderoles, vos panneaux, sur vos t-shirts. Vous écrivez votre identité politique, votre combat personnel, telle université en grève, tel hôpital, telle corporation, telle communauté, mais tous vous marquez en rouge en bas démocratie directe. Et pour ceux qui le ressentent, vous pouvez ajouter démocratie spirituelle. Mais au moins démocratie directe. Si nous sommes 1 million ou des millions, si le peuple se soulève pour, c'est difficile, on se soulève facilement contre. Mais là, si le peuple se soulève, si nous nous soulevons pour une démocratie directe dans toute la France, alors un comité constituant
compétent se lèvera et pourra prendre le pouvoir par les urnes. Et c'est possible. Non seulement c'est possible, mais à ce moment-là, l'amour vaincra l'égoïsme. Et c'est le seul combat, le seul vrai combat, c'est l'égoïsme. Tout le reste, c'est de l'enfumage politique. Si nous voulons refaire France en 2022, elle sera spirituelle ou ne sera pas. J'ai un autre petit rêve, c'est que nous puissions chanter en communion la Marseillaise de la paix. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Des paroles écrites par des écoliers en 1892. On le trouve bien sûr sur Internet, et les paroles et la chanson. Et si nous pouvions, avec les mégaphones, diffuser la Marseillaise de la paix, et si même un jour nous arrivions à faire une nouvelle France, juste et équitable, aux inégalités apaisées, et que la Marseillaise de la paix devienne l'hymne de la France, on aura fait un grand pas. Ça aura de la gueule. Je vous lis juste le refrain. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. C'est un autre gueule quand même. En dernier ressort, j'invite aussi tous les peuples, ensemble, à faire l'amour au monde. Je vous remercie pour votre patience.